Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Encore un livre sur les États-Unis? La question peut se poser. Il se trouve cependant qu'aucune étude n'a été présentée récemment pour éclairer la dynamique d'un mouvement de fond irréversible. Celui qui va de la noblesse d'une cause, la lutte des révolutionnaires américains contre l'oppression britannique au XVIIIe siècle, à l'empire malfaisant de Guantanamo du XXIe. Ce n'est donc pas un livre de plus que celui-ci, mais un livre qui se veut différent. Il ne s'agit pas ici de présenter les États-Unis, tout le monde les connaît plus ou moins, mais plutôt de proposer des pistes pour apprécier pourquoi et comment, surtout depuis le 11 septembre 2001, les Américains ont tant changé. Pourquoi ils ne parviennent plus à retrouver leur pureté, leur innocence, leur idéal. Pourquoi ils s'enlisent dans leurs contradictions. Pourquoi ils ne sont plus une solution, mais un problème pour le monde. Pourquoi l'élection de leur président en novembre 2016 est si importante. Cette mutation vers le déclin moral, profonde et durable, n'a pas été ressentie tout de suite. Elle est devenue perceptible au fur et à mesure que le comportement de l'État fédéral a reflété les paranoïas et les contradictions de ses concitoyens, par des décisions sortant du droit commun des nations. Les États-Unis pensent qu'ils sont à part et agissent comme s'ils étaient seuls sur Terre. Ou du moins, comme s'ils n'étaient plus soumis aux mêmes règles que les autres. Il en découle inévitablement une série d'interrogations pour tout observateur attentif. Comment un tel pays, phare de la liberté jusqu'encore récemment, a-t-il pu sombrer dans l'espionnage de bas étage, le militarisme incontrôlé, la torture, l'abus de droit, la violence, les massacres avec des armes de guerre dans les écoles, la peur collective, l'hystérie sécuritaire, la surveillance générale de ses concitoyens et le mépris du droit international? Sans parler, ce qui inquiète peu mais n'en est pas moins réel de ces difficultés économiques montantes? Quels mécanismes sont à l'œuvre? D'où cela vient-il? Est-ce irréversible? Le rêve américain épuisé, arrive-t-il à sa fin? Que la question, pour aussi brutale et choquante qu'elle soit légitime, les chapitres qui suivent vont le démontrer amplement. Oui, la démocratie américaine est entrée en crise, leur impérium se délite peu à peu. Cela ne fait plus aucun doute pour tous les observateurs impartiaux, y compris aux États-Unis, surtout depuis la présidence désastreuse de Bush fils que Barack Obama, hélas, n'a pas pu corriger malgré ses efforts sans doute sincères mais nettement insuffisants. Si rien n'est jamais désespéré, quelque chose ne semble plus tourner rond dans la vie politique américaine. Quelque chose s'est gravement déréglé, voire même, pour parodier Hamlet, c'est carrément pourri. Or ce qui inquiète le plus dans cette dérive, si elle devait perdurer, c'est la capacité des Américains à exporter de gré ou de force, hier leur modèle, aujourd'hui leur décadence et leur dangerosité. Nous sommes tous de la sorte concernés par cette dégradation de leurs mœurs politiques et sociales. La raison de ce modeste livre provient de cette interrogation. Comprendre ce qui se passe en profondeur aux États-Unis, en toute objectivité, pour mieux prédire notre propre avenir qui dépend d'eux en grande partie devient urgent. Nul anti-américanisme primaire ici en conséquence. Au contraire. Simplement une attention rigoureuse portée à des phénomènes mal repérés, qui mettent en cause la démocratie même du plus puissant pays du monde. Certes, les Français ne sont peut-être pas les mieux placés pour dire leur vérité aux Américains. Mais comme ces derniers ne se gênent pas pour nous observer, pourquoi ne pas faire l'inverse pour une fois? Après tout, la France et les États-Unis ont une histoire commune, au même titre qu'avec les Anglais. Histoire qui leur permet de se comprendre mutuellement mieux qu'on ne le pense. De plus, notre positionnement extérieur ouvre des perspectives plus ouvertes, même si elles peuvent parfois être plus critiques. C'est ce qui a permis à l'historien américain Robert Paxton d'écrire ses livres nécessaires sur la période de l'occupation en France. Un pays a souvent besoin d'entendre ces vérités dites de l'extérieur, car il ne sait pas toujours se les dire à lui-même. Face à cette question douloureuse pour tout démocrate attaché à ce que représentent les États-Unis, plusieurs réponses étaient possibles. Se contenter de décrire crûment la réalité de la situation actuelle et ses probables conséquences à venir, tant pour l'Amérique que pour le reste du monde en était une. Mais cela n'éclairait pas les raisons de la dérive actuelle. Ne valait-il pas mieux alors rechercher les causes de la maladie? Plutôt que de se limiter à voir et à décrire les symptômes,
tenter d'en saisir les origines afin d'en tirer un enseignement, voire un espoir pour l'avenir. Nous avons volontairement opté pour un débat classique, même s'il est un peu d'aspect juridique ou technique. Celui de se demander si les États-Unis étaient au fond une république, un empire, ou les deux à la fois, ce qui est évoqué en sous-titre de ce livre. Démêler les fils de cette question épineuse, très en vogue chez les Américains eux-mêmes, permet de relire sous un angle différent et enrichissant l'histoire de ce grand pays. De ses débuts, envisagés rapidement en 2 chapitres, à nos jours, où nous passerons beaucoup plus de temps. Telle quelle, cette approche sur la nature profonde du régime des États-Unis présentait une difficulté dont il faut avertir le lecteur. Elle imposait de s'intéresser un instant à l'histoire de la nation américaine, pour aller chercher aux origines les racines du mal. Tâche ardue s'il en est car cette histoire est étrangement, assez méconnue en France. Mal enseignée. Peu accessible. De plus, elle est souvent abordée partiellement à cause d'un anti-américanisme réducteur volontiers répandu dans les milieux intellectuels et universitaires élitistes parisiens. C'est regrettable à tout point de vue, et peu à l'honneur de la France. Ignorer des écrivains comme David McCullough, Gordon Wood, Joseph Ellis et tant d'autres ayant écrit sur la période révolutionnaire et après, peu ou jamais traduit, est une preuve d'indifférence coupable ou d'arrogance intellectuelle mal fondée. Il fallait porter à la connaissance du lecteur français l'essentiel des recherches de ces auteurs. Espérons l'avoir fait simplement et agréablement. La décision de résumer l'iconographie américaine pour expliquer le présent, et voir comment et pourquoi les idéaux initiaux de la République avaient dérivé pour produire leur contraire, à savoir l'Empire, était d'autant plus fondée qu'elle offrait une piste supplémentaire pour la cohérence du livre. L'histoire façonne en effet à la fois les individus et la mentalité collective d'un pays. Elle le prédispose à agir dans un sens ou dans l'autre. Qui en France, par exemple, pourrait dire qu'il en comprend les ressorts politiques s'il ignore complètement le contenu et l'héritage de la Révolution de 1789 qui marque encore tant la doctrine de la République ? Il en va exactement de même aux États-Unis. Conscients de cette vérité évidente, self vide, diraient les Américains férus d'histoire, faisant ainsi allusion à un passage célèbre de la Déclaration d'indépendance que nous allons découvrir. Le Service fédéral de l'immigration a mis au point un questionnaire en 100 points, obligatoire pour tous les aspirants à la citoyenneté devant prouver par leurs bonnes réponses qu'ils ont intégré ce que tout petit écolier américain apprend à l'école. Ce texte est des plus instructifs pour découvrir l'image que les Américains ont d'eux-mêmes. D'abord par son existence même, tout au crédit de la foi qu'ils ont en eux et de l'importance qu'ils accordent à leurs institutions dont ils sont extrêmement fiers. En France, un futur naturalisé est convoqué par la police pour une enquête administrative sur ses mœurs et ses revenus, mais on ne lui demande rien sur sa connaissance des institutions et le respect qu'il leur porte. Quand on ne lui demande pas au passage de devenir indique de la police. Le mélange des genres français est assez déplorable et à tout prendre, on lui préfère sans hésiter la candeur de nos cousins d'outre-Atlantique. Le questionnaire américain pour accéder à la citoyenneté se présente comme un catéchisme de base de l'américanisme. On pourrait facilement en tirer un manuel intitulé « Pensez et devenez américain en 100 leçons ». Les 10 premières portent sur la Constitution, ce qui est assez dire son importance aujourd'hui encore dans la mentalité collective. Pratiquement tout le reste est consacré aux éléments de base de l'histoire et de l'économie des États-Unis. Si c'est en sachant répondre à ces questions très faciles que l'on acquiert la citoyenneté, c'est que les Américains ont parfaitement compris à quel point l'histoire les a façonnés tels qu'ils sont, et à quel point celle-ci leur donne le droit, du moins le pense-t-il, de se comporter mondialement comme ils le font. Suivre le plan tout près de ce questionnaire pour expliquer l'essentiel du fonctionnement des États-Unis était évidemment tentant. Mais une telle méthode aurait fait passer à côté de nombreux points que les Américains ne perçoivent plus à cause de leur hantise du politiquement correct, qui évacue tout ce qui est gênant pour eux, de même que les Français ont longtemps ignoré Vichy. Ce qui explique évidemment que les fameuses 100 questions paraissent parfois, d'un point de vue européen du moins, comme une image d'Épinal ignorant celle qui dérange, étrangement absente. Nous y ferons donc référence chaque fois que dans notre écriture nous rencontrerons un sujet cité dans celui-ci, en mentionnant en italique le numéro de la question, ex, Q1,
et le titre de celle-ci pour bien montrer le lien avec notre analyse. De la même façon, nous ne manquerons évidemment pas de noter ici ou là, en négatif, en creux significatif, l'absence dans le questionnaire du sujet que nous traitons, car c'est là, dans ce manque, cette pieuse omission, que se dessine la fin du rêve, sa perversion récente et peut-être sa rédemption à venir. Tout cela démontre que, contrairement à l'idée reçue, surtout en France, les Américains ont non seulement une histoire mais qu'elle est exceptionnellement riche d'enseignements pour la démocratie en général et l'état du monde actuel en particulier. Leurs problèmes sont les nôtres. Les solutions qu'ils y apportent ou non nous inspirent souvent, pour le meilleur ou pour le pire. Pourquoi cette parenté ? D'abord parce que les colons avaient hérité de l'histoire des pays dont ils venaient, l'Angleterre avant tout, mais pas seulement. Il suffit de se promener dans les États de ce continent, si différents les uns des autres, pour trouver des traces de notre propre passé dans des détails que nous avons oubliés mais qu'ils ont conservés et chérissent. Ensuite, parce que la Révolution américaine précède la nôtre dans tous les domaines, philosophique, juridique et social. 1776, date de la déclaration d'indépendance, fournira les idées et les formulations dont nos penseurs avaient besoin en 1789, en particulier pour la rédaction des droits de l'homme et du citoyen, largement inspirée du texte de Thomas Jefferson. Mieux, les colonies américaines étaient dès le départ des démocraties avant la lettre, ce qui explique leur révolte face à l'arbitraire relatif de la métropole anglaise. Tocqueville écrira d'ailleurs à juste titre qu'en 1650, les principes généraux sur lesquels reposent les constitutions modernes, ces principes, que la plupart des Européens du XVIIe siècle comprenaient à peine et qui triomphaient alors incomplètement dans la Grande-Bretagne, sont tous reconnus et fixés par les lois de la Nouvelle-Angleterre. 1776 n'est au fond que l'aboutissement inévitable de plus de 150 ans de démocratie, déjà pratiquée de l'autre côté de l'Atlantique. C'est sans doute ce qui explique la longévité de cette république, les Américains pouvant à juste titre se vanter d'être le pays qui a vécu le plus longtemps en liberté sous une même constitution dans le monde occidental. Savoir que la démocratie américaine, avant-hier novatrice, hier encore modèle, soit aujourd'hui essoufflée et devenue une source d'inquiétude pour les libertés et la paix du monde, ne manque donc pas d'intriguer et de faire peur. Les changements d'équilibre dus à la montée en puissance d'économies comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud, peuvent certes rendre compte de la diminution de l'influence, surtout économique, des États-Unis. En revanche, il n'y avait aucune raison pour que ce rééquilibrage produise des effets délétères sur le niveau de démocratie des Américains, or c'est en grande partie le cas. Cette évolution attristante n'était pourtant pas rédhibitoire. Les Anglais ont bien perdu leur empire sans remettre en cause leur démocratie interne, pourquoi pas les Américains ? Il faut croire que le ver était dans le fruit, mais que personne en Occident ne le voyait réellement, trop content de bénéficier du parapluie nucléaire au moment de la guerre froide. Cette confiance totale dans la démocratie des États-Unis a aveuglé l'Ouest trop longtemps. Il s'en est trop remis au leadership américain par paresse et facilité, sans chercher des voies alternatives. Les esprits, même aujourd'hui, ne sont d'ailleurs toujours pas prêts à croire à la malignité du système qui serait spontanément né pur et sans tache. Surtout que les Américains, pris individuellement, sont d'authentiques démocrates ouverts et sympathiques, sans doute autant victimes que le reste du monde de leur propre évolution institutionnelle, ce qui masque le phénomène global. La description des désordres américains actuels est donc une entreprise périlleuse qui doit lutter contre des idées reçues. Il faudrait en fait pouvoir distinguer les citoyens de leur superstructure politique. Depuis l'Allemagne nazie, on connaît la difficulté de l'exercice. De plus, il est bien évidemment hors de question de comparer un Bush Junior à Hitler. Ceci ne doit cependant pas empêcher de traquer dans l'histoire les signes précurseurs de la tyrannie impériale américaine, les premières apparitions de celle-ci et ce qui nous intéresse surtout, son retour actuel en boomerang sur la démocratie locale, victime des errements de la politique extérieure et du militarisme. Encore faut-il mener ce travail indispensable sans passion, avec tout le respect dû au peuple américain et sans insulter ni l'avenir ni le bon sens qui veulent que la situation ne soit pas forcément irrémédiable. C'est pourquoi à aucun moment l'analyse s'intéressera à des vérités non étayées, ou à des théories ouvertement fantaisistes,
comme celle baptisée globalement « théorie du complot », dont le meilleur exemple est celle que les États-Unis auraient eux-mêmes détruit les 2 tours jumelles de Manhattan le 11 septembre 2001, pour provoquer l'invasion de l'Irak avec le but non avoué de lui voler son pétrole. L'étude des tendances lourdes de la pratique institutionnelle des États-Unis est autrement plus efficace pour dénoncer les dérives que la polémique sans fondement, sans pour autant que cela nous mène à faire preuve de faiblesse dans les conclusions qui s'imposent. Nous nous tiendrons fidèlement à cette ligne non partisane et rigoureuse. Encore un mot d'avertissement sur le titre, avant d'entamer pleinement le vif du sujet. Le terme du titre, « désenchantement », a été utilisé à dessein. Il a été préféré à « la fin du rêve américain ». Cette dernière expression, le rêve américain, est assez récente dans son acception courante, même si elle remonte dans son idée à la Révolution de 1776. Elle date en fait d'un livre paru en 1931, écrit par l'historien James Truslow Adams, au pire moment de la dépression économique. L'auteur décrit ce rêve comme l'espoir d'une vie meilleure, plus riche, plus heureuse, réservée à chaque génération d'Américains sans distinction de classe depuis la création des États-Unis. Rêve qui était le contenu même de la déclaration d'indépendance, mise à mal par la crise de 1929, laquelle semblait nier la possibilité de cet espoir à cause de l'effondrement de l'économie. Dans la célèbre formulation de Jefferson de 1776, on lit que les droits inaliénables de l'homme sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, the pursuit of happiness, Q9, cités au moins 2 droits donnés par la Constitution. Le rêve américain, il faut en avoir conscience, s'est bâti de façon romantique, quasiment onirique sur cette formulation, connue de tous là-bas, c'est-à-dire avec une grande dose d'utopie. À partir de la reconnaissance de l'égalité d'abord, puis de la primauté des droits de l'individu sur ceux de la société. Ce qui rend les Américains si sûrs d'eux et, répétons-le, si sympathiques pris individuellement. Après la Deuxième Guerre mondiale, la santé économique retrouvée et l'effondrement des dictatures, sauf les communistes, toute la planète a voulu croire au rêve américain. C'est-à-dire que l'Amérique a exporté son rêve, élevé au niveau d'un mythe, de la poursuite du bonheur par le capitalisme. L'Amérique triomphante des années 1950 a prétendu, et elle en était authentiquement persuadée, qu'elle le réaliserait pour tous les peuples, pour peu qu'on soit de son côté, obligatoirement le bon, puisque les Américains seraient vertueux de nature. C'est la fin de ce rêve, sous sa forme historique, que nous étudions ici pour découvrir comment et pourquoi ils virent à la tragédie. Le propos n'est pas de dire que le rêve américain n'existe plus en interne pour les citoyens des États-Unis, où les chances de réussite individuelle sont toujours aussi grandes même si elles sont moins nombreuses. Il est de montrer que le rêve américain, dans sa version récente, internationale, globalisée, a confondu rêve individuel et collectif, république soucieuse des libertés et empire oppressant. On a cru au rêve individuel. On se réveille avec la NSA qui lit nos mails, les bavures de l'armée US en Irak et les tortures de la CIA en Pologne. Le rêve, comme tous les mythes, s'est transformé en drame sans que l'on puisse aller jusqu'à parler vraiment de cauchemar. Du moins pas encore. Est-il trop tard pour inverser ce terrible processus avant que ce ne soit le cas ? Nous ne pourrons le savoir qu'en explorant la nature intime de ce géant, pour y trouver des raisons d'espérer. Le mot désenchantement, quant à lui, a connu son moment de gloire sous la plume de Marcel Gauchet à la fin des années 1980. On connaît la thèse du philosophe dans le désenchantement du monde. Les Occidentaux, avance-t-il, ont appris à se passer de la religion grâce au progrès de la science et à l'évolution du christianisme, religion de la sortie de la religion. En bref, Marcel Gauchet décrit à quel point la religion dominante chrétienne des pays démocratiques ne structure plus les sociétés en profondeur depuis la séparation de l'Église et de l'État, et ne sert plus de référence ultime. L'homme moderne n'a plus besoin de la religion pour vivre, voire il la juge dangereuse contre ses libertés temporelles qui comptent plus aujourd'hui qu'une vague promesse d'éternité à laquelle il est bien difficile de croire. Ayant perdu sa sacralité, la religion est examinée scientifiquement et ses tabous tombent les uns après les autres. Toute proportion gardée, c'est un phénomène du même ordre qui est en train de se produire entre les États-Unis et le reste du monde. La foi dans le rêve américain avait acquis pour beaucoup une valeur de quasi-dogme religieux,
apportant une certitude intérieure proche de la sérénité du fidèle. Pour ceux qui n'y croyaient pas, la haine de l'impérialisme servait tout autant de moteur explicatif de l'actualité, un peu comme un pivot de lecture facilitant la compréhension de la marche de la planète. Notre époque vit ce moment exceptionnel où on assiste au désenchantement américain, c'est-à-dire à la fin d'une croyance ou hérésie pour ses adversaires. Le déclin de l'Amérique est d'abord et avant tout une révolution des idées, au sens propre du terme. Plus personne ne croit en l'Amérique et à son rôle exceptionnel, unique. En revanche, tout le monde est persuadé de ses méfaits. Mais plus personne non plus ne croit qu'ils soient les seuls responsables de tout le mal qui existe sur Terre. En fait, c'est la passion qui s'éloigne. L'histoire d'amour, comme celle de la haine, est finie. Vient le temps de la banalisation des États-Unis, le temps des reproches, voire des revanches froides et calculées. Il va falloir réapprendre à vivre autrement. Les Américains eux-mêmes sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se douter que leur système ne marche plus. Qu'il n'a su empêcher ni la prise de pouvoir par l'establishment militaire, ni les horreurs des tortures, ni encore moins le viol permanent des libertés individuelles. Parce qu'ils doutent de leur foi, les désenchantés de l'Amérique la confrontent aux réalités démocratiques. Les langues se délient. Les choix sociaux et économiques sont remis en cause. La croyance en la validité du modèle se délite. Des opportunités différentes apparaissent. Bref, un monde nouveau jaillit sur la jachère d'un substrat hier tabou aujourd'hui en recomposition. C'est celui-ci qu'il faut décrypter. Quels en sont les pans qui vont disparaître, pourquoi ? Qu'est-ce que cela présage pour l'avenir ? Loin de se plaindre du désenchantement américain, il faut donc bien à l'inverse s'en féliciter et profiter de ce moment unique pour rebattre des cartes figées sur des pratiques trop anciennes. Non seulement redistribuer le jeu mais mieux jouer la partie sur d'autres bases. Tout l'enjeu des politiques à venir est là. Encore faut-il bien connaître ce que l'on quitte pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Avancer sans haine ni passion mais avec une attention rigoureuse aux phénomènes en cours. C'est l'absence de passion qui permettra de distinguer l'analyse des pratiques du rêve interne américain, encore démocratique pour l'essentiel, de celle du rêve externe rempli de désillusions et de désenchantement. Distinction essentielle, interne-externe, qui introduit l'idée d'une forme de schizophrénie nationale à propos des États-Unis. C'est ce qui les rend si difficiles à saisir. Comment peut-on être authentiquement bon dans l'ensemble, en particulier au niveau de la majorité des individus, et en même temps se comporter aussi mal collectivement dans de si nombreux domaines ? Le mystère ne peut s'expliquer que par la défaite de la République du bien devant l'Empire du mal, défaite causée par 3 phénomènes principaux sur lesquels ce livre insistera sans relâche. Le premier d'entre eux, véritable ligne de clivage, est la dichotomie américaine entre le niveau local, démocratique et globalement respectueux des libertés, et le niveau fédéral, tant politique qu'économique, peu soucieux de l'égalité et d'éthique, grandement incontrôlé et sans frein dès qu'il s'agit de défense nationale, malgré des déclarations grandiloquentes la main sur le cœur. Des principes clairs et vertueux à l'origine ne forment pas nécessairement un alliage pur, une fois mélangés confusionnellement avec des méthodes de guerre coloniale, un exécutif tout-puissant, un militarisme conquérant. Le lecteur doit bien garder cette première idée en arrière-plan de sa réflexion pour mieux comprendre les enjeux actuels. Si les États-Unis ont un double langage, s'ils nous paraissent souffrir du syndrome du dédoublement de la personnalité, c'est en partie parce qu'ils sont authentiquement et profondément coupés en deux, bipolaires en quelque sorte, déchirés entre désenchantement sur leur niveau de gestion fédérale et leur vieille croyance locale dans la vertu de l'American Way of Life, le mode de vie américain. Entre idéal utopique et réalisme politique sans scrupule à l'international. Entre niveau local dans un territoire immense et niveau fédéral surpuissant concentré à Washington. Entre isolationnisme et interventionnisme sans fin. Le deuxième facteur est institutionnel. Il est un peu plus difficile à saisir mais tout aussi essentiel. Les Américains pensent vivre dans un système de séparation des pouvoirs républicains, comme l'affirme la Constitution. Ils se trompent lourdement. Une grande partie de leur mot actuel vient précisément d'une confusion des pouvoirs, au profit de l'exécutif fédéral impérial. Il faudra sur ce point être aussi précis que la clarté du propos le permet,
tant pour les lecteurs français que pour les éventuels lecteurs américains qui ne se rendent pas toujours compte de l'étendue de ce symptôme qui rejaillit au niveau local. En particulier dans la façon dont la violence est contrôlée. Les Américains peuvent disposer d'arsenaux chez eux parce qu'ils se prennent tous, confusionnellement, pour des présidents de la République chargés de défendre leur petite patrie personnelle. Ils sont à la fois leur parlement, leur armée, leur police, leur président, leur sujet le plus important et leur juge pour s'absoudre d'avoir tiré. Leur force de police en particulier reflète bien ce malaise, cette gangrène de la violence. Le chapitre 12 l'explique en détail. Le troisième facteur est d'ordre religieux. Pour des raisons particulières, les États-Unis n'ont pas coupé le cordon de la politique et du religieux qui continue de jouer un rôle primordial dans les rapports sociaux. Les Américains trouvent cela normal. Les Européens, habitués à une laïcité plus rigoureuse, mal informés des réalités internes américaines, en particulier en France, ne comprennent plus bien les ressorts en cause. Là encore, il faudra faire preuve de précision dans l'analyse pour ne choquer personne mais découvrir quand même les équilibres en présence et leurs conséquences parfois tragiques. Au fond, l'actualité de ces 10 dernières années a servi de révélateur aux vieux démons de l'Amérique que l'on croyait à tort dépassés. Il s'agit donc pour nous, puisque nous avons maintenant la preuve que ces démons existent toujours et que personne ne peut en douter, de trouver quelles sont ces tendances lourdes, et de comprendre pourquoi elles reviennent sans cesse. L'actuel recul des démons sous la présidence de Barack Obama, pour autant qu'il ait lieu, n'est peut-être en effet qu'une accalmie provisoire. Profitons-en pour dire à la fois le bien qu'il faut penser à juste titre de l'Amérique historique, et la gravité des maux qui la guettent. Nous sommes face à un grand pays qui redevient peu à peu une nation comme les autres. Qui découvre la banalité de l'âge adulte après une adolescence glorieuse. Avec ses qualités de départ qu'elle a en grande partie conservées, et ses défauts qui apparaissent de plus en plus parce qu'ils sont devenus le cœur de sa pratique institutionnelle, tuant peu à peu la démocratie. Sans doute avions-nous trop idéalisé l'Amérique. Nous voulions croire avec elle à son exceptionnalisme. Nous découvrons une nation qui a usé sans restriction de sa puissance pour établir sa prédominance, alors qu'elle n'était guère plus vertueuse malgré ses affirmations tonitruantes et souvent hypocrites. Ouvrons les yeux. Regardons la vérité en face, sans appréhension. Savoir-faire sans les Américains dans un monde devenu multipolaire. Réaliser que nous ne pouvons plus compter sur eux pour tout, y compris en tant que bouc émissaire de nos propres faiblesses, et que c'est sans doute mieux ainsi, c'est l'enjeu d'une jeune Europe encore en devenir, faite paradoxalement de vieux pays. Europe qui doit cesser de rêver un monde parfait qui n'existe pas, mais que l'Amérique a incarné magnifiquement un temps, celui de sa prime jeunesse. Aujourd'hui qu'elle devient adulte, qu'elle a mouru sous le poids de ses premiers échecs internationaux et que son déclin économique s'amorce sous ses excès, il faut savoir remettre en cause ces stéréotypes qui nous embarrassent plus qu'autre chose. C'est aussi aider les Américains à redécouvrir leur idéal de départ, quand ils ont fait leur révolution contre l'impérialisme et l'absolutisme. Puisse cette modeste étude contribuer à la réflexion dans ce sens, des deux côtés de l'Atlantique. Dire aux Américains comment le reste du monde les perçoit, est en tout cas sans doute le plus grand service qu'on puisse leur rendre. Entrons à présent dans le vif du sujet, en commençant par préciser les notions d'empire et de république qui vont être centrales dans notre réflexion. 2 États-Unis, Empire et République. De l'aube républicaine au crépuscule impérial. Le chemin parcouru est impressionnant. Empressons-nous de le dire, nous ne sommes probablement qu'au commencement de ce crépuscule, ce qui laisse encore quelque de temps aux États-Unis pour rester première puissance mondiale et peut-être se ressaisir. Mais la tendance est là. Passer du stade républicain à un empire, ce qui est notre axe de pensée, pose néanmoins une question. Les Américains seraient-ils vraiment passés d'une république pure et sans tache à l'empire, première hypothèse, ou seraient-ils les deux à la fois, et ce depuis le début même de leur existence ? Une seule chose est certaine, ils ne sont certainement pas ou plus une république au sens propre du terme. D'ailleurs plus personne en Europe comme dans le reste du monde ne les voit comme tels. Les Américains un peu surpris et choqués de ce jugement, nous disent que c'est une apparence trompeuse, créée par le fait que nous les voyons du dehors. Parce que nous subissons leur puissance économique et militaire quasi illimitée,
nous verrions leur empire externe avec ses outrances, sans reconnaître les vertus démocratiques de leur république. Ainsi, selon eux, nous serions de mauvaise foi et ingrats de ne pas l'admettre. Nous oublierions tous les bienfaits que l'Amérique nous a apportés. Les Américains en interne se voient en général et sans hésitation comme une république vertueuse et généreuse, le tout avec une bonne conscience désarmante. La notion d'empire apparaît complètement absente de leur pensée. Qui a raison? William Appleman Williams, théoricien de la gauche américaine, fait justement remarquer à ce sujet qu'un des thèmes centraux de l'historiographie américaine est de nier l'empire à tout prix. D'ailleurs, aucune question, n'est posée au futur américain sur la forme réelle de son gouvernement et sur son influence mondiale. Comme si les États-Unis étaient restés une république ne livrant que des guerres justifiées à l'extérieur, alors même que la mondialisation a en réalité changé toutes les références et brouillé les frontières. Un exemple de cette myopie est fourni par les Q72 et 78 du questionnaire. Quelles sont les guerres livrées par les États-Unis au XIXe et XXe siècle? Les réponses proposées ne citent que les conflits officiels du XIXe, sans jamais mentionner les opérations, secrètes ou non mais toujours clairement impérialistes, de la CIA ou parfois directement de l'armée qui s'assimilent à des actions de guerre la plupart du temps. Au XXe siècle plus particulièrement, le questionnaire avance ainsi, outre les 2 conflits mondiaux, la guerre du Golfe comme possible réponse, sans préciser toutefois laquelle, la première justifiable en partie, ou la seconde, pure opération de stratégie impériale. Depuis, plus rien. Tout se passe comme si les guerres de l'Amérique étaient toujours l'œuvre avouable d'une république transparente, celle de la menée impériale n'existant tout simplement pas. Pour les Américains, l'Empire, s'il existe, est donc comme une extension naturelle et transparente en quelque sorte de leur vertu interne, une république excentrée pour ainsi dire. Beaucoup ne réalisent pas que la moindre décision de leur président impacte le monde entier pour le meilleur parfois, souvent pour le pire. Convaincus de la supériorité de leur système, ils ne cherchent pas à en connaître les excès néfastes, pourtant analysés dans de nombreux ouvrages dont les auteurs sont immédiatement qualifiés, insulte suprême outre-Atlantique, de marxistes, ce qui en fait des ennemis de la nation. Q83, pendant la guerre froide, quel était le problème des États-Unis? Réponse: le communisme. Le discours officiel, contre lequel il est bien difficile d'aller tant il est communément admis, y compris parfois en Europe, est donc encore aujourd'hui que la République américaine serait bonne par nature, protégée par Dieu et qui plus est, chargée de faire le bien dans le monde. La liberté du port de New York éclairant les ténèbres d'un monde impur, injuste et violent, sauvé par J. Joe. Pointe à la ligne. Nous verrons en détail ce qu'il faut penser de cette vision idéalisée que les Américains ont d'eux-mêmes, et qu'ils diffusent en toute bonne foi. C'est pourquoi, avant toute chose, il est indispensable de préciser maintenant quels sont les éléments constitutifs d'une république et d'un empire qui retiendront notre attention ici, ce afin d'être en parfait accord avec le lecteur sur les termes utilisés par la suite. Une république moderne est un système politique qui permet de gérer une nation tout en respectant les libertés individuelles. Elle se fonde sur une stricte séparation des pouvoirs tels qu'ils ont été identifiés et définis par les Lumières du XVIIIe siècle. Séparation organisée par une constitution pour éviter la tyrannie d'un seul et garantir la liberté et l'égalité des chances entre tous les citoyens. Q14. Qu'est-ce qui empêche une branche du gouvernement de devenir trop puissante? Réponse: la séparation des pouvoirs et les contre-pouvoirs. De cette sorte, l'exécutif, en gros, les gens qui ont le droit d'utiliser la force publique pour vous forcer à respecter les lois et vous défendre des ennemis, est contraint en République de respecter les lois votées par un Parlement, pouvoir législatif, qui représente l'ensemble des intérêts et des droits du peuple dans toutes ses composantes. Q16-25 sur la composition du Parlement, Sénat et Chambre des députés, et les mandats des représentants. Le premier de ces droits est évidemment la fameuse liberté individuelle, à laquelle les États-Unis ont ajouté la vie et la poursuite du bonheur comme on l'a vu, Q9. La liberté en République ne peut être restreinte que dans des conditions sévèrement encadrées, pour le bien collectif, par le pouvoir judiciaire qui contrôle aussi la légalité des actes administratifs émis par le pouvoir exécutif, Q12. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on appelle the rule of law. Et 3740. À quoi sert le pouvoir judiciaire? Réponse:
à juger si la loi est conforme à la Constitution et à résoudre les conflits, rôle coiffé par la Cour suprême. Une république s'oppose de la sorte à toute forme de gouvernement autoritaire tyrannique, où un seul des trois pouvoirs domine et décide seul à la fois des obligations, de la liberté et de l'usage interne de la force contre ses propres citoyens. Toute forme de gouvernement où il y a confusion des pouvoirs dans les mains d'un seul, ne peut donc se prétendre une vraie république. La Déclaration française des droits de 1789 le formule d'ailleurs parfaitement en son article 16, quand elle dit que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Le nouveau républicanisme démocratique américain qui essaimera en Europe, et qu'il ne faut donc surtout pas confondre avec la forme helléno-romaine primitive de l'Antiquité qui ignorait les droits individuels, est bien ainsi le produit des philosophes du XVIIIe siècle. La liberté est son but. Elle doit beaucoup à Montesquieu en particulier, avec sa mécanique rigoureuse de séparation garantissant le respect des libertés individuelles face aux pouvoirs religieux et politiques. Insistons un instant sur ce point des libertés tant il est crucial. Ce serait une erreur de croire que la liberté est une conséquence de la séparation mécanique des pouvoirs. C'est l'inverse. Le système d'équilibre politique des pouvoirs est un outil, justifié par le respect de l'individualisme qu'il protège et met en priorité. On oppose donc, ou du moins on combine du mieux qu'on peut, la possibilité donnée à chacun d'exploiter toutes ses potentialités propres grâce au respect des droits individuels face au pouvoir qui reste collectif par essence et a toujours tendance à soumettre les sujets. Ce que nous dit Montesquieu, c'est que la séparation des pouvoirs est le seul régime qui permette de sauvegarder la liberté des sujets. L'individualisme, devenu aujourd'hui hyper-individualisme à force de surprotection, est ainsi au cœur même de l'évolution et du destin de l'Amérique démocratique qui nous occupe. Comme le disait Churchill sous forme de plaisanterie lors d'une conférence à Québec en 1943, la démocratie est dans ce sens sans doute le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est précisément sous cet aspect fondamental de la séparation des pouvoirs que nous allons considérer les États-Unis dans ce livre. Notre démarche est d'autant plus légitime que eux-mêmes placent ce critère en tête des questions posées aux futurs Américains. Or, malgré son caractère primordial, peu d'observateurs questionnent objectivement ce point crucial de la vie politique américaine. Sont-ils, ou non, en régime de séparation des pouvoirs ? Or, sur ce point, la doctrine ambiante est encore fondée sur l'a priori indiscutable de la pureté démocratique de la Constitution. C'est vrai que cette dernière se compose de 3 articles uniquement, traitant dans l'ordre du pouvoir législatif, de l'exécutif et en 3, du judiciaire, comme si son seul et unique but était de poser la séparation comme un acte sacré. Hélas, derrière les apparences, la triste réalité est devenue une confiscation du pouvoir au profit du seul exécutif fédéral et des marchés bancaires. Dérive qui s'exprime en particulier dans les relations avec les pays étrangers. En confrontant les États-Unis à l'aune de la séparation des pouvoirs, nous allons découvrir comment et pourquoi, en externe d'abord au niveau fédéral, mais aussi maintenant en interne dans la vie quotidienne, ils sont devenus beaucoup plus confusionnels, et donc par la force des choses impériaux qu'ils ne se l'avouent et qu'on ne les voit. Ce qui tend à les rendre non démocratiques en dehors de leurs frontières, et par un retour en miroir inévitable, également chez eux. Certes, la République américaine, tant mise à mal, a existé et survit toujours au niveau local sans doute. Mais celui-ci compte peu à côté du niveau fédéral où elle est devenue une parodie militaire, confusionnelle et incontrôlée, déteignant à la marge sur des individus perdus, surarmés et paranoïdes. Retenons simplement en conséquence pour l'instant cette proposition, fil rouge de notre réflexion, que les États-Unis seraient bien moins clairs dans la séparation des pouvoirs que nous le pensons sans questionner la réalité et que eux-mêmes ne le croient. Qu'est-ce qu'un empire à présent ? Le contraire d'une république pourrait-on dire pour résumer en plaisantant. C'est d'abord, bien évidemment, la confusion des pouvoirs placés dans les mains d'un seul, ce qui permet aux pays qui la pratiquent d'atteindre une efficacité maximale pour dominer, le plus souvent par la puissance militaire ou économique, d'autres nations. Mais aussi on l'oublie trop son propre peuple. Lequel ne s'en rend pas compte immédiatement, du moins tant que l'empire lui profite par un enrichissement à base de spoliation des pays dominés.
Car il faut bien voir que non seulement un empire domine des vassaux, mais il les asservit à sa politique extérieure et à ses besoins économiques. On pourrait dire aussi à sa culture, à sa monnaie, à ses alliances. On comprend bien qu'à partir du moment où une nation perd son indépendance d'action pour entrer, volontairement ou non, dans la sphère contrôlée par un empire, elle va perdre aussi une grande partie de ses spécificités, dont parfois sa propre langue. John Adams, le vice-président de George Washington, avait d'ailleurs bien pressenti avec Webster dès le XVIIIe siècle, que l'anglo-américain allait s'imposer et devenir le prochain langage universel sur Terre, ce qui en soi contenait déjà tout l'impérialisme à venir. Cette domination sans partage s'accomplit le plus souvent en n'accordant pas aux habitants des pays soumis les mêmes droits que dans la métropole. La France ou l'Angleterre coloniale en fournissent de nombreux exemples. La dichotomie entre les droits de la métropole et ceux des pays périphériques est évidemment toujours au cœur de la problématique impériale qui, comme on doit s'y attendre, n'est pas abordée dans le questionnaire du citoyen modèle américain, censé ignorer comment la République s'arrange avec ses principes vertueux pour mieux atteindre ses buts impériaux. Un corollaire très important du processus impérial est que si le centre de l'empire modifie profondément, parfois définitivement, le modèle politique et économique des pays satellites soumis, il subit en retour une pression qui va le pousser à s'adapter à la domination qu'il exerce. Ce qui revient à dire que son comportement externe déteint inévitablement sur ses pratiques internes. C'est ce que nous appellerons l'effet boomerang dans cet ouvrage. 4 conséquences classiques de la gouvernance des empires en découlent. Voyons-les rapidement, car nous allons les rencontrer par la suite. La première est que l'économie du pays centre dominant va devenir dépendante des pays dominés, terres de production et d'exploitation, et perdre une partie de son efficacité ou de sa capacité à subvenir seul à ses propres besoins. Le centre de l'empire va de fait imposer sa monnaie, ses choix économiques et surtout sa vision du libre-échange. Toujours en sa faveur. Ce faisant, il s'enrichit considérablement au profit de son centre, certes, mais il se fragilise en même temps car il devient dépendant d'un système qu'il doit maintenir coûte que coûte pour survivre, y compris et surtout par la force. Gardons ici cette idée simple que le libre-échange vanté par les empires est en fait un libre-échange déséquilibré, s'accompagnant d'une domination par la force qui finit toujours par affaiblir sur le long terme celui qui la pratique. Les Anglais et les Français hier, les Américains aujourd'hui. La deuxième conséquence est que le pays centre va vouloir unifier les pays dominés dans une même politique extérieure servant les buts de l'empire, quelles que soient les réalités géographiques locales. Il en découle des stratégies multiples à facettes variables, qui déçoivent tel allié aujourd'hui, tel autre demain. Cela crée une instabilité et surtout des frustrations de la part des dominés, qui ne voient pas leur propre intérêt pris spécifiquement en compte. De ces incompréhensions naissent des ennemis intérieurs qui rêvent de détruire l'empire. Autre notion à mettre de côté donc. Les empires sont sans cesse confrontés à des choix stratégiques pour diviser les pays soumis et les contraindre à la politique commune aux besoins. La force brute est ainsi une des composantes obligatoires des empires, ce qui les contraint au militarisme. La troisième conséquence, cruciale, car au centre de la logique impériale, est idéologique. Quand l'empire est issu d'une république, la dichotomie entre les droits des habitants de la métropole et les autres, ceux qui vivent dans les pays soumis, va devoir être justifiée en interne auprès des bonnes âmes qui se croient toujours en république. Or comment expliquer Abu Ghraib, l'infâme prison de Bagdad où les troupes de l'oncle Sam torturaient et Guantanamo, Gitmo comme disent les militaires US, aux citoyens des États-Unis, gavés de droits individuels et de protection juridique sur leur territoire? C'est pourquoi tous les empires issus d'une république ont tenté de justifier leur domination par des narratifs de plus en plus difficiles à défendre. Les conquérants ont simplifié les choses dans le temps en évoquant, comme narratif, des mythes de droit divin autorisant à exploiter d'autres peuples au nom de Dieu. Les Espagnols ont prétendu encore au XVIe siècle libérer les Aztèques, Mayas et autres Incas de leurs croyances arriérées. Les Français et les Belges envoyaient des missionnaires convaincre les Africains que nous les exploitions pour le salut de leur âme. Les soldats belges de Léopold II ont torturé au Congo pour faire mieux comprendre leur point de vue économique. Quant aux Anglais qui dénonçaient avec force indignation les Belges, Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes en tête,
Ils massacraient allègrement au même moment les populations locales en Afrique en leur expliquant que c'était pour les délivrer de l'esclavage. Demandez aux Kenyans un avis sur les Anglais. Les Américains d'aujourd'hui ont pour narratif de défendre la liberté, mais laquelle ? Celle de la NSA qui espionne le monde entier ? Toute la question est bien là. Au XIXe siècle, un relent de racisme baignait en plus toutes ces bonnes raisons. Il n'a pas entièrement disparu. Le darwinisme fournissait une base idéologique facile pour expliquer la supériorité de l'homme blanc, destiné à civiliser les sauvages. Si nous dominions ces populations, c'est que nous étions mieux adaptés et donc plus en avance dans une ligne de progrès indiscutable et lisible de l'humain. Coloniser revenait à aider d'autres nations à accéder à un état supérieur au leur, dont elles devraient nous remercier un jour. Les métropoles sont toujours surprises de ne pas être aimées des pays qu'elles dominent, les trouvant ingrats et bornés de ne pas savoir voir où se trouve leur intérêt. C'est qu'elles finissent toutes sans exception par se convaincre du bon droit de leur narratif, et le transforment en obligation morale par simple intérêt. Ce relent de néo-darwinisme du plus apte imposant sa loi aux nations conquises a longtemps perduré au XXe siècle. Les nazis l'ont porté à son paroxysme le plus horrible. Au XXIe siècle, on détecte encore parfois ce raisonnement sous des formes inattendues, économiques, médicales, culturelles ou linguistiques. Dans tous les cas, on constate que le narratif justifiant l'empire élaboré par la métropole est en réalité aussi réducteur et méprisant pour les étrangers que pour les habitants du pays centre, sommés, par un politiquement correct implacable, de croire à sa légitimité. C'est d'ailleurs un des nombreux exemples qui illustrent la réalité de l'effet boomerang. La logique non républicaine finit toujours par s'appliquer aux citoyens du centre, aussi méprisés que ceux des pays soumis. Le pouvoir, habitué à considérer les sauvages comme des sous-hommes devant être gouvernés sans leurs avis pour leur plus grand bien, finit par se comporter de la même façon en interne, espionnant ses propres sujets comme il espionne l'étranger soumis. La dernière conséquence de la logique impériale est évidemment le militarisme inhérent à la domination par la force d'autres nations. Les militaires étant la clé de la tenue de l'empire, ils en deviennent le quatrième pouvoir, toujours tentés d'en devenir le premier puisque tout dépend d'eux. Or là encore, le militarisme agit en boomerang sur le cœur même de la métropole qui se militarise dans l'âme sans se rendre compte qu'elle y perd ses valeurs. C'était vrai à Rome, à Moscou. C'est grandement le cas à Washington aujourd'hui. Munis de ces quelques outils d'analyse indispensables, revenons-en à présent aux États-Unis pour tenter de trancher dès maintenant le point de savoir s'ils sont un empire ou non. William Appleman Williams a fait depuis les années 1970 de nombreux émules qui répondent à présent à cette question par l'affirmative sans hésitation. Bush fils et la guerre d'Irak ont fini d'ouvrir les yeux des plus candides. Oui, les États-Unis ont toutes les caractéristiques d'un empire telles qu'elles sont définies plus haut. Le fait qu'ils seraient plus moraux que les précédents, à les en croire, ne change rien au fait qu'ils correspondent en tout point à la définition technique des empires. Et comme en plus ils ne sont pas plus moraux. Cette tendance à l'impérialisme n'est pas récente. N'ont-ils pas par exemple largement usé d'une rhétorique darwinienne au XIXe siècle pour justifier leur politique fédérale ? En particulier avec les Indiens, priés par les présidents successifs de s'intégrer et de devenir fermiers, ce stade supérieur du développement ou de disparaître, car n'étant plus adapté à la ligne évolutive. Washington et Jefferson tenaient déjà ce discours. Un peu plus tard, Lincoln allait dire des Noirs qu'ils ne pouvaient même pas rester en Amérique à cause de leur trop grande différence de vue et de caractère avec les Blancs. Les Indiens oui, les Noirs non. Il leur proposa sans ambages de les aider à repartir en Afrique ou en Amérique latine pour y fonder une colonie. Tout comme Jefferson, le chantre de la liberté qui avait déjà pensé le faire lui aussi quand il était président. Égaux au nom de la Constitution, mais différents. La subtilité est parfois difficile à comprendre. Les États-Unis, après ces errements très similaires à ceux de l'Europe de la même période, prétendent aujourd'hui justifier leur impérialisme extérieur par un désir pur et sans tache de répandre la démocratie sur le globe. C'est leur nouveau narratif prétexte, né avec la Seconde Guerre mondiale, considérablement développé depuis. Celui-ci s'appuie sur l'idée que le régime des États-Unis serait exceptionnel, le seul à réaliser une vraie démocratie. Il faut reconnaître,
Et c'est à leur crédit que les Américains ont réussi à l'époque de leur révolution ce que personne d'autre n'avait pu faire à cette échelle, fonder une république moderne. Les Français, par exemple, sont retombés après 1789 dans la dictature de l'Empire napoléonien, et leurs républiques se sont effondrées les unes après et les autres. Quant aux Anglais, le goût de l'aristocratie et un sens inné des classes sociales les ont dissuadés de tenter l'aventure démocratique jusqu'au bout, démocratique étant pris ici sous le sens de gouvernement assurant l'égalité des citoyens. Sous cet angle, les Américains en tant que nation sont donc effectivement remarquables à deux points de vue, du moins au début de leur existence. D'abord, ils construisent très vite deux niveaux de démocratie, le local et le fédéral, ce qui ne s'était jamais fait avant eux. Ne sachant pas vraiment comment réussir ce tour de force, ils se dotent d'une constitution simplifiée, modelable en quelque sorte, et ce sera le rôle essentiel de l'exécutif et de la Cour suprême que de la faire évoluer. On ne peut étudier le système politique des États-Unis sans se poser la question de l'interprétation permanente qu'ils font de leur constitution originelle. C'est dans l'évolution de la Cour suprême que se nourra déjà une partie du problème de l'Empire américain. Dans le retournement historique des juges qui valideront de plus en plus l'exécutif fédéral, délaissant en quelque sorte les problèmes intérieurs, renvoyés en grande partie à chacun des États. Le deuxième élément clé négatif notable de la pratique américaine, visible dès le début, est donc la très forte dichotomie, on a parlé plus haut de schizophrénie diffuse entre les États de l'Union et l'État fédéral. Séparation plus tranchée qu'on ne le pense de ce côté de l'Atlantique, qui pourrait presque faire écrire que la République est incarnée en Amérique par les États et les collectivités, et l'Empire par le gouvernement fédéral. Niveau fédéral toujours en guerre et en expansion. À l'origine, contre les autres occupants du continent, Anglais, Français, Indiens et Noirs, puis contre la volonté d'autonomie des États jaloux de leurs prérogatives. Plus tard encore, en guerre externe pour dominer l'Amérique du Sud et le monde entier. Et régulièrement aussi en guerre contre une partie de sa propre population. Classiquement contre les immigrés venant d'un pays avec lequel le pays est en conflit, les Allemands, Italiens, Japonais et enfin aujourd'hui les terroristes, ce qui peut désigner n'importe qui. Cette spécialisation du fédéral dans l'activisme militaire, pour mieux asseoir en interne son gouvernement, s'est produite dès le début de l'histoire des États-Unis et n'a fait que croître, tout ce livre le montrera. Attirons enfin l'attention du lecteur sur un dernier point, avant de remonter le temps à la recherche de l'origine de l'Empire. L'expérience montre qu'un empire peut jaillir aussi bien d'une république à la Montesquieu, que d'un État à base de confusion. Il n'y a pas de lien clairement défini entre le modèle politique de la nation au centre de l'Empire, et son extension. Ce serait donc une erreur de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.